Chers auditeurs, bonjour, ici Youn Rollin pour vous présenter ce podcast dans lequel on parle sport, voyage, études et même développement personnel. Dans l'épisode du jour, nous allons voir comment s'investir dans le cadre de ses études supérieures et comment le valoriser. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Léonam Motieno, étudiant en master à La Rochelle Université et vice-président étudiant de cette même université. Bienvenue Léonam, comment vas-tu ? Bienvenue Youn, ça va fort bien, merci de l'invitation. Eh bien avec plaisir. Donc je t'ai présenté brièvement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ton parcours ? Ok, donc je suis né et j'ai grandi à La Rochelle. Après avoir fait le lycée Léonce Vielle-Jeu de La Rochelle, je suis donc allé en double licence géographie-histoire à La Rochelle Université. À l'issue de la double licence géographie-histoire, juste pour parler du parcours universitaire, je me suis engagé donc dans un master management administration des entreprises à l'IAE, donc à l'Institut d'administration des entreprises de La Rochelle Université, pour lequel là je suis sur ma deuxième année donc de master. Ça c'est plutôt mon parcours académique. Okay. Sur le parcours engagement, dès le lycée j'ai commencé à m'engager. À l'époque il y avait pas mal de collectifs lycéens sur les questions de la jeunesse, sur les questions de l'environnement, donc je me suis engagé sur ça. Après, en arrivant à l'université, j'ai été dans certaines associations, Géocéan pour la cité notamment, qui étaient encore une fois plutôt adossées à la question environnementale. Après, je me suis engagé rapidement aussi en politique en dehors de l'université, notamment sur la campagne des municipales de 2020, et dans l'université, lors de la campagne des élections universitaires aussi de 2020-2021, qui ont été étendues à cause du Covid, à l'issue desquelles j'ai été élu donc en commission de la formation et de la vie universitaire, et donc vice-président étudiant de La Rochelle Université, ce qui est un mot un peu pompeux pour dire que je suis le représentant des étudiants de l'université. À la suite de ça, l'année d'après, j'ai poursuivi cet engagement-là à l'échelle européenne, sur lequel d'ailleurs on a pu se retrouver là cette année, en étant représentant des étudiants au niveau du Student Board Neoconnexus, donc représentant au sein de l'Alliance européenne dans laquelle se trouve l'Université de La Rochelle. Là, représentant étudiant, j'en ai été le vice-président du coup de ce Student Board à l'échelle de Connexus. Et là, du coup, depuis 2 mois, je crois, quelque chose comme ça, un mois, 2 mois. Quelque chose comme ça, ouais. Je me retrouve donc président du coup de ce même Student Board auquel j'ai été vice-président. Et il y a 1 an, j'ai été réélu vice-président étudiant à la suite des élections universitaires de l'année 2022, fin 2022. D'accord. Voilà. Bon, bonne présentation. Déjà, félicitations donc, pour la dernière élection à la présidence du Student Board de Neoconnexus. C'est quelque chose d'important, je pense, pour toi. Et tu vas mener pas mal de projets, je pense, à la tête du Student Board. Ouais, j'ai une feuille de route. L'avantage quand on est vice-président et qu'on passe président, c'est qu'on a vu un peu où le président il butait, sur quoi il réussissait. Bien sûr. Et donc quand on arrive président du coup du Student Board, on se dit moi il y a ces choses-là, j'aurais fait différemment. Et puis on a aussi des idées. Et donc là c'est le moment quand on est à l'exécutif et qu'on a un peu plus pas le champ libre je dirais, mais en tout cas on a un peu plus la main sur le pilotage. Ça permet de se dire il y a un certain nombre de choses que je veux faire, notamment des réformes là que j'essaie d'amorcer sur la communication, sur le travail, la méthode de travail, aussi de refonte des statuts parce que je crois qu'il faut retravailler aussi la méthode dont c'est fait. C'est très hétéroclite, on est dans une alliance européenne d'université, donc d'une université à l'autre, les élus étudiants sont pas les mêmes, sont pas élus de la même manière, certains sont nommés, certains sont choisis, donc c'est pas la même chose. J'en profite aussi peut-être en petit aparté pour confirmer aussi, parce que souvent quand on dit vice-président étudiant, il y a l'idée qu'il y a un président étudiant. Parce que là on dit vice-président du Student Board, il y a un président du Student Board. Vice-président étudiant, il n'y a pas de président étudiant. En fait, on est vice-président des étudiants, on est vice-président par rapport au président de l'université. Ok. On est dans son équipe présidentielle. Donc il y a le président et plein de VP. Et il y en a un qui est le vice-président étudiant. Donc il n'y a pas de président étudiant à proprement parler. Okay. Mais je sais que c'est quelque chose qui porte beaucoup à confusion, surtout quand on ne connaît pas le monde universitaire. Et c'est le cas dans toutes les universités, c'est pas qu'à La Rochelle, c'est dans le cadre général. Non, d'abord ça a été amorcé à l'issue de mai 68, il y a eu la question de mettre des élus étudiants dans les universités. Oui, il y avait un mouvement de contestation, bon c'est connu les mouvements bien sûr. de mai 68. On n'était pas nés, mais c'est quand même connu, c'est rentré dans l'histoire. Et notamment une des revendications des étudiants, c'était d'avoir un rôle plus important dans l'université. Donc on a commencé à leur donner des places avec des élus étudiants, qu'on a commencé à renforcer. Ça a été aussi renforcé sous Jospin, ça, où Jospin a donné un rôle plus important aux élus étudiants. Alors certains diront que c'était aussi pour détourner un peu la jeunesse étudiante, pour éviter qu'ils s'impliquent trop dans les mouvements sociaux et qu'ils s'impliquent plus dans leurs universités. Il y a aussi ces questions-là, ces enjeux-là. Et puis après, il y a toujours eu un président avec des vice-présidents, enfin surtout depuis la formation récente des universités, tels qu'on les connaît maintenant. Et dedans, certains présidents, ça dépendait de la culture des établissements, mais souvent on trouvait un vice-président étudiant. Par exemple, dès
dès sa création, La Rochelle Université avait un équivalent vice-président étudiant. Alors c'était pas vraiment le même intitulé de poste, mais elle en avait un. Ok. D'ailleurs, l'anecdote veut que ce première personne soit aujourd'hui le Guillaume Cramal, le maire de Dompierre-sur-Mer, si je me trompe Ok, pas. d'accord. Une belle Et évolution. effectivement, belle carrière. Et donc souvent les universités en avaient. Panthéon-Sorbonne, c'est historique, ils en ont toujours eu des vice-présidents Ok. étudiants, il y en a plein comme ça. Pareil, il me semble que vice-président étudiant de Panthéon-Sorbonne, ou alors président de section de l'UNEF, l'un des deux, il y avait Manuel Valls, par exemple. Oui. Donc on a des figures comme ça un peu en politique. Une belle qui sont évolution passées. Belle aussi. évolution, belle carrière. Même si certains diraient que sur la fin de carrière, Oui, un peu oui, moins- un peu moins glorieuse. Et donc quand il y a eu la loi Pécresse qui a été mise en place, donc si je ne me trompe pas, ça devait être 2007. Je crois, quelque chose comme ça. Et donc lors de cette loi a été officialisée la question du vice-président étudiant. C'est-à-dire que maintenant il existe dans les statuts. Et Ok. donc avant ça dépendait des universités. Maintenant toute université se doit d'avoir un vice-président étudiant. Ok, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Toute Très université doit avoir un vice-président étudiant. Après, d'une université à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Il y a des Ouais. universités où il y a un vice-président étudiant. Il y en a où il y en a deux. Ça arrive, c'est souvent Ok. ça. Parfois c'est un duo, parfois c'est un vice-président étudiant élu dans des conseils différents. Ouais, Conseil ok. d'administration, commission de la formation et de la vie universitaire, pour ceux à qui ça parle, qui sont très rares, hein, on va se l'avouer. Oui, donc pour les lycéens, ça va pas trop parler, Ça mais va pour pas trop ceux parler. qui sont un peu investis dans les études, on va comprendre. C'est ça, mais en gros, dans les universités, ça aussi c'est régi par la loi. Il y a 3 grands conseils régaliens, sauf dans les universités qui ont des statuts spécifiques. Les 3 grands conseils régaliens, c'est la commission de la recherche qui s'occupe de la recherche, la commission de la formation et de la vie universitaire qui, comme son nom l'indique, s'occupe de la vie universitaire et de la formation, Ok. donc des maquettes, des cours, et puis ensuite tout ce qui est vie sportive et tout ça. Et puis le conseil d'administration qui lui s'occupe surtout principalement sa prérogative c'est s'occuper des sous-sous, qui vient donc revalider aussi les 2 autres conseils. Ok. Et ben voilà, il y a un VPE CA et un VPE CFVU. Classiquement, il y a un VPE Très CFVU. bien. Là, en l'occurrence, c'est plutôt le modèle qu'on a. Même s'il faut préciser que le VPE est élu, mais là, je vais dans une technicité dans le CAC, qui est le rassemblement de la CFVU et de la CR, mais bon, je vais trop dans les détails. Ouais, mais c'est une belle présentation quand même pour donc le statut de vice-président. C'est vrai que c'est un terme qui est un peu compliqué à comprendre, mais bon, je pense que tu l'as bien expliqué en détail, c'est très intéressant. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir en fait? Enfin, donc dès le lycée, si j'ai bien compris, c'était quoi l'étincelle pour dire ok, j'ai envie de m'investir dans la vie scolaire, la vie étudiante? Alors moi, l'engagement, je l'ai pris. Je savais pas par quelle porte rentrer, on va dire, plutôt. Parce qu'en fait, dès le collège, j'avais quand même cette envie-là. J'avais cette Ok. envie de changer le monde, d'être utile, de bouger les choses, de bouger les lignes. Je sais que c'est souvent une envie que beaucoup de gens, il y a toujours la question de la porte. Par quelle porte on rentre? Moi, j'essayais de bouger, de faire plein d'initiatives, mais je trouvais jamais soit d'endroits où je pouvais appliquer cette énergie, soit l'énergie aboutissait pas vraiment, c'est-à-dire avec des petites initiatives, des petites actions ponctuelles. Il y a 2 choses qui ont pu aider. Alors d'un point de vue plus politique, c'est-à-dire que j'ai commencé à aller dans les conseils municipaux de La Rochelle. Chose à savoir aussi qui est utile, tout jeune, ou même pas que les jeunes, hein, mais c'est souvent justement boudé par les jeunes, les conseils municipaux ils sont ouverts au public, donc on peut y aller. Ok. On peut pas intervenir, mais on peut assister. Et donc on peut y aller, on s'assoit et on écoute en fait les conseils municipaux présenter leur sujet, on voit les votes, et puis on voit les débats, parce qu'il y a l'opposition, il y a la majorité, ils débattent, etc. Bien sûr. Et c'est plutôt pas mal parce que ça permet de voir des idées, de se voir des projets. Là, donc, on est le 26 avril, c'est ça, si je me trompe pas? 27 avril. Vendredi prochain, il y a une école qui va être inaugurée qui s'appelle l'école Lavoisier, donc un nouveau projet de nouvelle école un peu innovante, À La avec Rochelle une nouvelle pédagogie à La Rochelle, sur le quartier de Villeneuve, des nouvelles pédagogies, des jardins partagés, donc un nouveau bâtiment. Et ça, par exemple, typiquement, c'est un sujet qui avait été débattu, je me souviens, quand j'étais au lycée, en conseil municipal, où ils avaient discuté de l'avenir de Lavoisier, etc. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit l'avenir, il y a des sujets de débat, et à la fin des conseils municipaux, alors ça dépend, là je garantis pas, mais ça dépend de l'accessibilité de vos élus municipaux, mais vous pouvez aller les interpeller, le conseil est fini, vous allez les voir, vous leur dites, bon ben, j'ai vu qu'il y avait ça qui était intéressant, etc. Ils sont au service de la collectivité. Donc moi j'ai fait ça d'un côté, c'est ce qui a un peu propulsé mon engagement, on va dire, sur le côté politique, et sur le côté associatif, il y a eu les mouvements à l'époque qui étaient lancés, notamment par Greta Thunberg, qui étaient les mouvements un peu écologiques. J'ai jamais été une grande, non plus on va dire un apôtre de Greta Thunberg, mais par contre je trouvais qu'il y avait une initiative et qu'il y avait une énergie. Elle a lancé un grand mouvement en fait. C'est vrai que même si des fois on peut y voir un peu d'extrémisme dans ce qu'elle fait, et les personnes qui la suivent font, elle a quand même lancé un grand mouvement, et je pense que
ça a pas mal aidé et ça a motivé beaucoup de jeunes, dont moi aussi, à s'investir un petit peu plus en faveur de l'écologie. Mais je comprends aussi les personnes qui pensent justement que c'est un extrémisme un peu écologique, on va dire. Après, l'extrémisme, enfin, il y a une question très intéressante sur l'extrémisme que tu peux placer sur l'engagement, c'est à quel moment tu situes ton extrémisme. Ça, d'ailleurs, on peut le poser sur la question aussi même des oui, ça, partis c'est une autre politiques. notion, bien sûr. C'est une autre notion, est-ce que tu mets l'extrémisme? Moi, la notion d'extrémisme, je trouve que tu désigneras tout le temps quelqu'un comme extrême. Selon la ligne où tu le guides, tu diras tout le temps quelqu'un comme extrême. On pourrait dire que les véganes sont extrêmes parce qu'ils ont décidé d'arrêter toute consommation de viande. Tu pourrais dire qu'ils sont extrêmes. Est-ce que derrière, les gens ont envie de les traiter d'extrémistes? Certains le font. Oui, mais on le voit dans la société d'aujourd'hui, de toute façon, on voit de l'extrémisme partout, en fait. C'est ça. Moi, la question qui m'intéresse plus, c'est comment est-ce que tu penses et comment est-ce que tu réfléchis de manière constructive ou pas. Et ça, je l'appliquais sur les mouvements écologiques, je l'applique surtout. C'est-à-dire qu'il y a parfois des gens qui ont une pensée et leur pensée elle est figée. C'est ce que j'appelle un peu du dogmatisme. C'est ce qu'est appelé communément du dogmatisme. Okay. Et c'est pas constructif. Et alors constructif, c'est aussi un terme qu'on utilise beaucoup et parfois pour rien dire. Mais c'est l'idée de se dire, et quand tu avances avec un projet, quand tu arrives avec un projet, il faut que tu sois prêt à en discuter. Ta direction, faut que tu sois prêt à l'ajuster, à le plier au vote de la majorité, à en débattre, autant de questions. Et ça, malheureusement, c'est pas toujours quelque chose qui est acquis. Et là, par exemple, sur les luttes un peu écologiques, il y a des fois des débats, je pense notamment au nucléaire. Alors, j'ai pas envie non plus de rentrer sur le débat du nucléaire. Sûr, mais sur le débat du nucléaire, d'un côté comme de l'autre, des deux spectres, mais parfois il y a des positions qui sont très campées. Nucléaire comme sauveur de tout ou nucléaire comme destructeur de tout. Et donc parfois la réalité elle est plus complexe que ça, on sait qu'elle est faite de nuances. Et donc c'est pour ça. Toujours est-il que, en dépit du coup moi, de ces réticences parfois sur certaines manques de nuances, plutôt je dirais, sur certains mouvements écologiques, moi je me suis engagé. Et notamment j'étais celui qui voulait mettre un peu plus de direction. Alors je me souviens qu'on avait fait des actions, notamment une journée, on avait fait pas mal d'actions, on avait fait des clean walls, qu'on avait fait des sortes de villages, je crois, écologiques. Il y a pas mal de clean walls qui sont organisés à La Rochelle, par les associations à La Rochelle. Ah ouais, il y en a dans Goumont. La Rochelle, c'est une ville très écologique. Mais même historiquement, globalement, vélo jaune, la mise en place de transports communs à échelle assez forte. Il y a eu une volonté toujours, ça a été une ville qui avait une vocation très écologique. Ouais, je pense aussi grâce à la proximité qu'on a avec le littoral, en fait. C'est parce qu'on a un risque en plus quand on est sur la côte. Sur la côte, tu le vois, tu le vois concrètement sur la côte, tu le vois. C'est-à-dire que tu le vis concrètement quand tu balances là où ailleurs. Mais après, je ne doute pas qu'il y a d'autres villes qui sont bien sensibilisées aussi. Mais quand tu balances ton sac plastique, derrière, tu vois pas forcément le tien, mais tu vas au port, tu vois un sac plastique dans le port littéralement. Quand tu vas te baigner, t'aimes bien le fait qu'il n'y ait pas de sac plastique ou ce genre de choses. Donc quand t'es une ville littorale, t'es exposé plus que quiconque. Après, je le nuancerai parce qu'il y a des villes qui n'ont quand même pas autant d'aplomb écologique que La Rochelle. Il y a plusieurs choses pour moi. Il y a aussi la question de la population. On est sur une population très on va dire CSP+, quand même, globalement, donc assez diplômé. On voit qu'aussi, quand t'es diplômé, t'es un peu plus sensible à ce genre de sujet. On a aussi un discours qui a été installé notamment par des politiques publiques locales, avec des élus qui ont pris des actes, qui sensibilisent un peu toutes les populations. Là, par exemple, avec la question de la place de la voiture, mais même avant, Michel Crépeau avait mis en place pas mal de choses sur ces questions-là. La présence d'une université, pareil, ça rejoint un peu cette question de la sensibilisation et de la mise en relief des éléments, même d'un aquarium, hein. Il y avait la campagne à un moment, je crois qu'il la continue toujours, mais qui était une campagne assez intensive de l'aquarium, la mer n'est pas une poubelle, qui avait quand même marqué pas mal de gens sur le territoire, avec ces stickers, ces images chocs un peu. Donc je pense que oui, c'est quelque chose qui est un peu connu. Et puis on a des associations aussi derrière qui font le travail sur cette sensibilisation. Ouais, je pense dans toutes les universités, il y a des associations, mais c'est vrai que moi j'ai connu que l'université de La Rochelle, comme toi aussi, je pense en étudiant en tout cas. Mais après, je pense qu'avec ton statut, tu as pu voyager dans quelques autres universités. Ici, on a énormément d'associations. Oui, alors j'avais pas précisé non plus dans le parcours, parce que j'avais pas fait non plus chaque ligne et chaque recoin. Mais il se trouve que il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, j'ai occupé pendant 1 an, donc pendant un mandat, la vice-présidence de la conférence des vice-présidents étudiants d'université. Okay. Ah oui, quand même. Et donc c'était une association dans laquelle on retrouvait la plupart des vice-présidents étudiants, okay. Alors pas tous, parce qu'après il y a toujours des questions de chapelle, on va dire, des cours de chapelle. Alors c'était une expérience enrichissante. La fin, j'en tire un constat un peu plus mitigé, mais c'était quand même une expérience intéressante, ne serait-ce que sur le fait qu'elle m'a permis de voir et de discuter avec des homologues de différentes universités et de faire la perspective. Et il est vrai qu'il y a beaucoup d'écologistes, et l'écologie c'est un sujet très
Associations écologiques, il y en a plein. C'est un sujet très actuel, l'environnement, etc. Et surtout sur de jeunes générations. Mais en termes de taille d'université, de dotation d'associations et de proportion d'associations chez nous qui sont des associations en fait écologiques, bah, globalement en fait on voit quand même qu'il y a une tendance claire. C'est-à-dire qu'on n'a pas tant d'associations. Et encore, on en a beaucoup pour la tête de notre université. C'est-à-dire que si on compare avec des grosses universités, bah, finalement on est mieux doté. On a une petite université, La Rochelle. C'est ça, mais on en a beaucoup des associations. Et dans ces associations, on a un beau taux d'associations qui sont environnementales. Oui, c'est important. Et on en a, les bénévoles dans ces assos sont très investis. On parlait avec les Clean Walk, mais il y a encore plein d'autres activités qui sont organisées. Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais en fait à un étudiant qui arrive à la fac, qui veut s'investir, soit sur l'écologie ou sur d'autres sujets? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Qui aller voir? Où se renseigner? Donc là, on va faire peut-être un petit focus sur La Rochelle parce que on y est, mais dans un contexte général, qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant dans ce cas-là? C'est particulier parce que les profils sont variés. Un étudiant en général qui veut s'investir, mais qu'il veut vraiment, il va trouver. En général, il va se renseigner. Il y a la MDE, il va aller voir la MDE, il va aller voir sur les réseaux sociaux. Maison de l'étudiant. Maison de l'étudiant, effectivement. Il va aller voir à la maison de l'étudiant de son université. Il va aller se renseigner sur les réseaux sociaux, parfois même sur le site internet, parce que toutes ces choses-là, en général, elles se trouvent. Et c'est pas des choses qui se trouvent, c'est pas des choses qui sont impossibles à trouver, mais c'est des choses qu'il faut un peu chercher, mais un peu. Et puis parfois aussi croiser des associations, etc. Donc le profil de l'étudiant en général qui veut vraiment s'engager, qui arrive et qui dit je veux faire quelque chose, en général celui-là il arrive à trouver. C'est pas le plus dur. Le plus dur c'est plutôt le profil entre deux. C'est-à-dire que c'est l'étudiant qui sait pas trop. C'est-à-dire qu'il est un peu intéressé, mais il sait pas s'il a du temps à donner, il sait pas s'il veut vraiment s'engager, est-ce qu'il pourrait s'engager ou autre. Et ça, on en a beaucoup en fait. Il y a beaucoup d'étudiants avec qui tu discutes et qui te disent globalement ah mais j'aimerais bien m'engager, j'aimerais bien faire quelque chose, mais bon, je sais pas si j'ai le temps avec les études, je sais pas si. Voilà. Totalement. Ça c'est le profil quand même majoritaire. Hein. C'est des étudiants qui te disent ah ben pourquoi pas, mais je sais pas trop, je sais pas trop. Et le je sais pas trop est très très large. Là-dessus, je voudrais quand même lutter contre un mythe qui a la peau dure à l'université, pas que celle de La Rochelle, hein, globalement. Okay. C'est celui selon lequel qu'on pourrait ressentir et qui est parfois implicitement exprimé par les étudiants du « je n'ai pas le temps », qui sous-entendrait qu'il y aurait une charge de temps de plus en plus élevée chez les étudiants en termes de charge de travail. Ouais, ok, je vois. Ça, c'est un mythe, c'est une idée reçue, tout simplement parce que en termes d'heures dans les maquettes, c'est-à-dire les heures concrètes d'emploi du temps, et ben en fait, c'est plutôt une baisse des heures qu'on observe. C'est-à-dire que les heures en présentiel ont baissé considérablement dans les universités, globalement. En tout cas, à La Rochelle Université, c'est bien le cas. Elles ont baissé les heures. Okay. Donc, quand on entend des étudiants dire « j'ai pas le temps avec les cours », sachant que par le passé, il y avait beaucoup plus d'étudiants qui étaient beaucoup plus dans les associations, ça sous-entendrait qu'avant, ils avaient plus le temps. Non, avant, ils n'avaient pas plus le temps, ils avaient même moins le temps. Ouais, okay. Donc c'est plutôt une idée reçue sur ce front-là. Après, il y a l'idée que souvent les engagements associatifs, c'est chronophage, ça prend du temps. Ça, c'est aussi une idée reçue. Toute association, c'est très rare les associations qui demandent vraiment du temps. Et en général, les associations qui demandent vraiment du temps, c'est des associations dans lesquelles on a pris une charge et une fonction élective. En gros, on est dans le bureau de l'association, on est dans un poste de l'association, oui, community manager ou ce genre de choses. Les autres fonctions de l'association, en général, quand c'est bénévole, même quand c'est sur des petites fonctions qui sont en périphérie du bureau, en satellite du bureau, ces fonctions-là, elles prennent pas non plus énormément de temps. Allez, dans le pire des cas, on va dire quoi, elles prennent... Allez, et vraiment là, je suis sur quelque chose qui prend de temps, 5 heures par semaine. Oui, encore ça reste. Et encore, c'est élevé. Hein. 5 heures, c'est élevé. Et là, vraiment, on est sur quelque chose. Oui. 5 heures, c'est vraiment, tu passes beaucoup de temps. C'est ça. Et encore 5 heures, ça pourrait être même pour un membre de bureau. Oui, totalement. C'est pas élevé du tout, 5 heures par semaine. Si on regarde, je peux inviter d'ailleurs les gens à le faire, si on regarde les temps qui sont passés sur les réseaux sociaux, par exemple des étudiants, si on regarde aujourd'hui le temps, même le temps sur le téléphone, on peut le regarder dans les paramètres, des fois on voit que ce temps-là il est explosé. Et 5 heures par semaine, ça voudrait dire allez, une petite heure, et encore c'est même moins, on pourrait répartir, donc une petite demi-heure par jour. Donc non, c'est une question d'organisation. Là-dessus par contre, ce qui est constaté globalement, c'est que les étudiants, mais pas que les étudiants, c'est les jeunes générations, c'est-à-dire qu'on trouve ça aussi chez les lycéens, les étudiants, les non-étudiants, les gens d'ailleurs global. Sur l'engagement, ils ont du mal à faire de l'engagement fixe, ils préfèrent de l'engagement ponctuel. C'est-à-dire que globalement, ils préfèrent qu'on aille les chercher sur une petite action. Donc, on va faire une clean walk maintenant, tu viens. On va faire un repas maintenant pour les international, tu viens. On va faire un événement, machin. Tu viens sur cet événement-là.
mais t'es pas obligé d'être dans la durée. Ça, ils préfèrent. Il y a une peur de l'engagement. Je sais pas si c'est une peur, mais en tout cas, je pense qu'il y a une peur. Je pense, il peut y avoir une peur de l'engagement aussi. Et donc du coup, parce que justement c'est toujours cette idée de j'ai pas le temps. Et donc ils préfèrent être sur un événement ponctuel. Donc quand on leur dit non mais tu viens, ça va te prendre 3 heures cet après-midi là, c'est tout, ben ils viennent. Et ils viennent sur du ponctuel. Et ça par contre c'est un vrai souci parce qu'une association elle ne vit pas sur du ponctuel, elle vit sur du long terme. Bien sûr. Les associations, la vie de l'établissement aussi. On parlait plutôt des conseils et tout ça, mais pour les conseils il faut des étudiants et des élus étudiants qui soient élus et qui aillent régulièrement en conseil. Et c'est important parce que dans ces conseils sont portés la voix des étudiants. C'est comme ça qu'on fait évoluer aussi les associations. C'est ça, les associations évoluent avec des membres, les conseils vivent avec des étudiants, et donc pour ça il faut avoir des gens qui s'engagent, mais pas qui s'engagent ponctuellement, qui s'engagent sur le long terme. Et ça c'est de plus en plus rare et de plus en plus dur à trouver. C'est de plus en plus dur à trouver, et puis pareil, il y a aussi cette envie, alors ça a été bien caractérisé notamment par un qui je travaille, le vice-président notamment qui est directeur du SUAPS, me disait récemment que lui, ce qu'il observait au niveau du sport, c'est que les gens venaient et prenaient ça comme si c'était un menu. Et lui, il était vexé parce que lui, sa notion du sport, c'était quelque chose de régulier, quelque chose de stable, de régulier, et c'était un engagement fixe. Et lui, il était un peu... c'est pour ça d'ailleurs qu'il poussait à ce qu'il y ait des formats d'assiduité obligatoires, parce que lui, ça lui plaisait pas, pour prendre le foot par exemple, parce qu'il gère le foot, ça lui plaisait pas pour que pour le foot, il y en ait un qui vienne une après-midi pour le foot, l'après-midi de la semaine suivante, il a pas trop envie donc il va pas venir, l'après-midi suivante il a autre chose à faire, puis l'après-midi après il revient parce qu'il a envie de se faire un foot. Non, lui c'était le foot, non, tu fais régulier, t'es là chaque semaine, t'as un moment, c'est une pratique régulière, c'est un sport, c'est un engagement collectif, et donc il y a cette notion-là, et ça on le retrouve, c'est-à-dire que c'est présent dans différentes notions d'engagement. Là, on a parlé association, on a parlé un peu conseil, on peut l'appliquer au sport, on peut l'appliquer à la culture, à tout, les clubs des théâtres, on peut l'appliquer à tout. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Je dis de manière rigolote, et même d'ailleurs j'en suis le symbole aussi à La Rochelle Université en tout cas, actuellement. On dit souvent, quand on est engagé, souvent, au bout d'une semaine, un mois, on a vu toutes les têtes, c'est souvent les mêmes. Après, on va revoir les mêmes pendant un an. Il y a un peu de turnover, mais c'est souvent les mêmes têtes qu'on voit. C'est triste, mais c'est aussi une constatation que, en vrai, t'as un pool d'étudiants qui, eux, sont dans la régularité, qui font plein de choses, qui sont souvent dans plein d'associations à la fois. Et puis après, t'as une grosse marge, même une large majorité, qui, elle, globalement, est pas dans l'engagement, ou alors fait de l'engagement plus ponctuel. Et donc, comment est-ce qu'on va aller la chercher, cette marge-là? Ça c'est le défi. Parce que c'était ça la question initiale. C'était comment on les trouve. Comment on les fait? Il y a la question de leur faire prendre goût. Et là, parfois, le ponctuel, ça peut être utile. C'est-à-dire que tu leur fais faire quelque chose de ponctuellement, et tu leur fais prendre goût pour qu'ils reviennent. Et tu fais du petit ponctuel, et ton ponctuel se transforme en régulier. Ça peut marcher, mais ça marche pas toujours, mais ça peut marcher. Il y a l'idée de la sensibilisation, de la discussion dès à l'entrée. Parce que aussi, moi, c'est quelque chose sur lequel je milite pas mal, c'est l'entrée du rythme. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que, par exemple, d'autres universités sont meilleures que La Rochelle sur la question de l'engagement de leurs étudiants aussi? C'est parce qu'elles vont les chercher dès en fait qu'ils arrivent, dès qu'ils sont en L1. Parce que quand ton étudiant il aura pris l'habitude du rythme de travail en ne faisant rien à côté, ben après pour lui mettre quelque chose ce sera difficile parce qu'il se sera organisé comme ça, parce qu'il aura sa méthode de travail. Alors qu'un étudiant, et on le voit, qui dès la L1 sont engagés, en fait souvent après ça va, c'est normal pour eux. Ils ont pris le rythme, ils ont pris le rythme. Donc si en L1 on leur dit, parce que souvent c'est le cas, le réflexe premier du L1, tu as des lycéens apparemment, tu parles aussi, t'essaies aussi de parler aux lycéens, pour les futurs lycéens, souvent le réflexe qu'on va avoir en L1 c'est je suis nouveau, je connais pas encore l'établissement, donc je vais prendre mes distances, et ben L1 ça va plus être je vais m'habituer à mon rythme d'études, et après je vais voir en L2 si je m'habitue. C'est ce que disent les gens. Surtout que moi j'étais en L1 l'année dernière, donc oui je peux te le confirmer. Voilà, c'est souvent ce que disent les gens, sauf que c'est un mauvais réflexe, c'est une mauvaise habitude, faut pas prendre cette habitude là. Parce qu'en fait, à la limite pour le premier semestre, on peut faire ça, mais et encore, non, il faut que vous alliez à votre association, sans prendre des responsabilités forcément, mais participer, peut-être simple bénévole, être là de temps en temps, donner des coups de main, être là, association, dans sport et autres, parce que si vous prenez le pli dès la L1, que vous voyez, etc., ben la L2, ce sera plus facile. Alors que si à la L1, vous prenez le pli de justement être que dans le cercle scolaire, mais quand tu arrives à la L2, ben, la L2, tu te dis, ouais, mais non, j'ai pas le temps, en fait. Là, déjà, j'ai mon emploi du temps bien fixé, mon habitude. Donc ça, c'est quelque chose. Donc la sensibilisation dès le début, aller les chercher sur des actions ponctuelles, le bouche à oreille aussi, il y a un effet de ça, les groupes et le bouche à oreille. C'est pour ça que c'est bien aussi, quand tu prends quelqu'un, nous, par exemple, je suis aussi dans une autre association dans laquelle on est également tous les deux. On en parlera juste après, voilà, justement. Efficience. Ben, le but aussi, c'est d'aller chercher des gens par acquaintance. Là, nous, par exemple, on a vu le phénomène, d'ailleurs, il va falloir aussi qu'on rééquilibre la balance, mais on a vu le phénomène, c'est-à-dire qu'on a
on a un LEA, un Désir qui a ramené un deuxième, qu'on a ramené un troisième, etc. Là, pareil sur L2 droit, là, on a un L2 droit qui a ramené une autre L2 droit, qui a ramené une autre L2 droit, voilà. Et en fait, on voit que, comme ça aussi, par les incantances, ça peut le faire, faut aller inciter à aller chercher ses camarades autour. Parce que, on en a autour des camarades comme ça qui se disent, ah, je sais pas trop, j'aimerais m'engager, mais je sais pas trop, est-ce que ça prend du temps, etc. Et le dire, je vivais avec mon pote, c'est un bon moment avec mon pote, c'est aussi un bon moyen, c'est aussi la troisième voie que je conseillerais. Donc ça, c'est les choses. Mais vraiment, le plus dur, je le dis, c'est pas les personnes qui veulent s'engager, qui sont sûres de s'engager, ces personnes-là, elles trouvent. C'est les personnes qui sont vraiment dans cet entre-deux que je décrivais. Ok. Et du coup, j'avais un autre sujet, mais je vais faire un petit aparté donc sur l'association que tu as créée. On peut dire que, en créant ton association, tu n'as pas atteint le summum de l'engagement étudiant en créant ta propre asso, qui a quand même un rôle important dans le fonctionnement à La Rochelle Université. Bah alors, justement, je peux rebondir sur ce que je disais plus tôt. Là, en l'occurrence, cette association, elle est née. Enfin, en tout cas, les graines de cette association, après elle a maturé. Elle est née quand j'étais en L1. Donc, j'ai été au centre de cette initiative-là quand j'étais en L1 avec un camarade. Pour replacer efficience, donc c'était pas une association initialement, mais on est deux en fait au tout début. C'est pendant les mouvements de la réforme des retraites. Alors je vais paraître je vais vieillir et encore ça dépend parce que selon quand le podcast sera écouté on en sera peut-être à d'autres, mais c'était la première tentative de réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Alors ceux qui écoutaient en 2024 c'était pas celle qui a eu lieu l'an passé. C'est ça, c'est celle qui a eu lieu en 2019-2020. D'accord, très bien. C'était fin 2019, décembre, je crois que c'était novembre-décembre. Faut dire des dates, c'est mieux. C'est ça, novembre-décembre 2019. Mais c'était la première tentative d'Emmanuel Macron de mettre la réforme des retraites. Pas sur son premier mandat, pas sur son deuxième. Très bien. Voilà. Et donc, on ne sait pas quand ça sera écouté, combien de réformes de retraite en plus il y aura eu. Et toujours est-il que 2019-2020, donc c'était là. Donc moi j'arrive en L1, à ce moment-là, la représentation étudiante c'est toujours quelque chose de très difficile. Les organisations entre scission, représentation, division, clivage, c'est toujours très difficile. À La Rochelle Université, on est une terre d'indépendance. Ça c'est fort à citer. Là actuellement en 2024, on est à ma connaissance la dernière université qui a eu un vice-président étudiant de l'UNI qui est quand même le syndicat de la droite. C'est très rare, hein. Souvent les vice-présidents étudiants sont plutôt politisés à gauche. Je dis pas non plus que l'université est de droite, mais je dis qu'en tout cas on a une particularité. On a souvent des vice-présidents étudiants indépendants, on a souvent des organisations étudiantes indépendantes, on a une culture, mais même quand on analyse par rapport à Richelieu, la révolution d'Aubert, avec le maire dissident PS, on a une culture de l'indépendance à La Rochelle, et ça c'est une culture forte. Donc on peut pas analyser La Rochelle, La Rochelle, pour le coup, sur cet aspect-là, est très particulier, et c'est là où les organisations nationales ont toujours eu du mal, et moi personnellement j'aime beaucoup ça, donc j'espère qu'elles auront toujours du mal à s'implanter à La Rochelle. UDF, UNI, FAGE, ils ont toujours eu du mal à s'implanter à La Rochelle. Qui sont les trois grands, plutôt gauche, droite et puis associatif. C'est les trois grosses tendances. Alors maintenant, il y a aussi Union étudiante, mais Union étudiante, de ce que je vois actuellement, a toujours les mêmes problèmes. Il y aura peut-être d'autres à l'avenir, on verra. Et donc ils ont toujours eu du mal à s'implanter, donc ça a toujours été plutôt les indépendants qui menaient la danse. Même si des fois, il y avait un peu l'UDF, des fois il y avait un peu la FAGE, tout ça. Il y a eu un grand mouvement de contestation qui était antérieur à mon arrivée à la fac, mais moi j'en avais entendu parler à l'époque, j'étais au lycée. C'était un an avant encore, donc on était sur du 2018. Et en 2018, il y a Édouard Philippe qui annonce que seront mis en place pour les universités les frais différenciés. C'est l'annonce des frais différenciés. L'annonce des frais différenciés, alors faut analyser qu'est-ce que c'est les frais différenciés. Les frais différenciés, c'est ton étudiant quand il est extra-communautaire, donc quand il vient pas de la communauté européenne, donc tout le reste du monde en fait, il doit payer des frais différenciés. Donc nous on paye actuellement, donc là en 2024, on paye, alors en licence je crois c'est 160... Et les boursiers sont exonérés. Les boursiers sont exonérés, mais en licence je crois c'est 170 et quelque chose comme ça. 370 en master. Master je suis à peu près sûr, licence j'ai plus des doutes. Les frais différenciés, eux ils payent 2770 en licence, 3770 en master. C'est des frais considérablement plus élevés, comme vous aurez pu constater par la différence des chiffres. Il y a un zéro en plus. Voilà, donc on est quand même sur du... En gros, ils payent 3000 ou 4000 euros, et là où nous on paye 200 ou 400 euros, quoi. Et en arrondissant. Et en plus on est exonéré, là où eux, il n'y a pas le système de bourse et tout ça, donc ça veut dire qu'il y a cette chance-là. Sachant qu'il y avait quand même un système en 2018 de dire, ils peuvent être exonérés selon un système de 10%. C'est-à-dire qu'en gros, si l'établissement n'atteint pas les 10%, c'est assez compliqué, mais en gros, si l'établissement ne dépasse pas un certain chiffre d'étudiants extra-communautaires, tant qu'elle est en dessous de ce chiffre, elle peut en profiter pour les exonérer. Voilà. Donc en 2018, il y a l'annonce qui est faite, il y a des mouvements de contestation qui se font à La Rochelle, et à La Rochelle Université,
toujours dans cet esprit d'indépendance, les mouvements de contestation ne trouvent pas de forme dans l'incarnation syndicale qu'en 2018. Les contestataires, à l'époque, se fédèrent entre eux et veulent créer quelque chose. Ils ont l'esprit syndical, c'est plutôt un mouvement de gauche contestataire, de gauche de lutte. Et donc, ils se rattachent à un mouvement qui était encore jeune à l'époque, qui s'appelle Solidaire. Donc, c'est à ce moment-là que Solidaire, La Rochelle naît, donc en 2018, à la suite des frais différenciés. Ok. Solidaire, c'est la seule organisation politique qui existe localement. Donc, Solidaire, c'est un syndicat de gauche, certains diront extrême gauche, en tout cas on va dire de gauche marquée, dans la lutte, pour un syndicat de lutte, autogestionnaire, il y a pas tellement d'hierarchie dedans, et puis il y a plein de sections un peu partout, et puis ils sont dans la convergence des luttes, c'est-à-dire qu'ils s'attardent pas que sur le spectre universitaire, ils vont sur plein de choses. Oui, mais c'est notamment eux qui avaient un peu mené les manifestations étudiantes contre la réforme des retraites l'an passé. C'est eux qui avaient totalement l'idée le truc, qui étaient devant la fac. C'est eux qui avaient mené ça. Et bien en 2019, ils avaient fait la même chose. En 2019, Solidaire était à nouveau l'élite sur la réforme des retraites, mais en plus de ça, il y avait eu un mouvement global parce que 2-3 ans avant, avait été mis en place la nouvelle offre de formation de l'université. Nouvelle offre de formation, c'est en gros de dire il y avait des cours qui avaient changé, il y avait des formats de cours qui avaient été mis en place. Notamment un format de cours qui est un peu décrit qui s'appelle le travail en autonomie, le TEA. Et donc quand il a été mis en place à La Rochelle Université, c'est pas très bien passé parce qu'en gros c'était des heures de travaux dirigés et de cours magistraux qui étaient vus comme perdus. Donc il y avait ce débat-là. Et donc eux ont mené le débat sur la réforme des retraites, mais ils ont aussi essayé de prendre sur ce mouvement de contestation en contestant des choses dans l'université qui ne fonctionnaient pas selon eux. À cette époque-là, donc moi il y a un autre camarade qui lui par contre est en L3, donc Thibaut Seyuri, on analyse le fait que, ben oui, on est d'accord sur leur constatation. Il y a des problèmes dans l'université. Sans parler de la réforme des retraites, vraiment, il y a des problèmes dans l'université. Mais on n'est pas d'accord dans la manière dont ils menaient la lutte et donc comment ils apportaient, parce que nous, en fait, pour nous, ils mélangeaient tous les sujets. Ils allaient sur des constatations parfois un peu loin, c'est-à-dire que je caricature un peu, mais on passait de travaillant d'autonomie à faisons tomber le capitalisme. Oui. Et entre les deux, manquait des étapes. Il y avait quelque chose de construit. Et puis même, avec cet aspect très militant, très politisé, surtout sur une terre aussi très indépendante et dans une université qui est quand même, globalement, on peut le dire, très apolitisée, eh ben, ils faisaient peur à des gens. Et puis ils éloignaient des gens. Alors les gens de droite, bien sûr, mais aussi des gens apolitiques ou à partisans, même si certains disent que souvent quand on est apolitique on est de droite, mais ça c'est un autre débat. C'est un autre mais des gens apolitiques ou des gens pas trop intéressés à la politique, ça, ou l'agressivité et ce côté-là, ça faisait un petit peu peur. Voilà, ça leur fait un peu peur. Donc nous on est arrivé, on s'est dit ok, il faudrait que comme syndicat, le syndicat aujourd'hui qui existe réellement à La Rochelle, c'est Solidaire, il y a qu'eux qui existent, ils ont pignon sur rue, il faudrait créer une alternative qui soit à l'inverse, parce que nous c'est ce qu'on voulait, quelque chose d'impartisan, qui se déclarent pas comme étant de gauche, de droite ou autre, mais qui se concentrent uniquement sur l'université, donc locale, à partisan local, donc vraiment là-dessus, et qui se concentrent vraiment que sur ça, et constructif, toujours par rapport à ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire dans cette idée de on échange, on n'arrive pas avec des idées préconçues. Donc ça, c'était nos 3 valeurs clés qu'on a mis au centre, à partisan, local, constructif. Là-dessus, on a très vite été rejoint par justement quelqu'un qui était dans la mouvance de Solidaire, qui s'appelait Enzo Doucet, qui était dans la mouvance de Solidaire, mais qui lui était dans la mouvance de Solidaire, comme il le disait lui-même, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Et quand il a vu que quelque chose se créer, il s'est dit ah ben je vais venir, toujours comme il disait, en apportant un peu son héritage de gauche quand même pour nous amener ça. Donc ça c'est 2019-2020, c'est ça se structure. Au début, et notamment c'est pour ça que je dis qu'au début on n'était pas structuré en tant qu'association, c'est qu'en fait on s'est longtemps posé la question de quelle forme on allait prendre. Parce que ça c'est une vraie question. Quand tu crées une organisation, est-ce que tu te crées sous forme de syndicat ? Alors un syndicat, pour ceux qui verraient la notion, c'est une sorte d'association, mais le but c'est la défense des travailleurs. Et donc quand tu dis que tu as un syndicat étudiant, tu renvoies déjà l'idée que l'étudiant est un travailleur, et donc tu renvoies derrière, de manière arrière, en fait, la pensée que les luttes salariales et les luttes estudiantines sont ensemble. C'est une position qui est défendue par pas mal de syndicats étudiants, justement. Nous, on n'était pas trop sur cette ligne-là, parce que pour nous, c'était un grand débat non pas sur lequel on n'était pas d'accord, mais sur lequel on estimait que c'était pas l'enjeu de se positionner. Voilà, on préférait se positionner sur des enjeux plus locaux et plus proches. Donc on s'est dit, bon, on va partir en format associatif, et en plus, l'avantage de l'association, c'est que ça te permet de brosser plein de choses et de pas rester politique. Association, par contre, politique, parce qu'on fait de la politique, on fait de la vie de la cité, on fait de la politique. Bon, on n'est pas partisan, mais on fait de la politique. Donc association politique. Après, derrière, on s'est posé la question, ok, association politique, bon, on fait quoi ? Président ? Est-ce qu'on a un président ? Est-ce qu'on a quelque chose ? Voilà. Très vite, on a opté pour un truc. Chaque membre a une voix pour une, c'est-à-dire que tout le monde est à égalité, tout le monde a le même rang. Il y a certes un bureau qui est là pour organiser, mais il est vraiment là pour organiser, c'est-à-dire que, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui prennent des notes, il faut qu'il y ait des gens qui gèrent les canaux de discussion, il faut qu'il y ait des gens qui gèrent les réseaux sociaux, mais
une voix égale une voix. Il n'y a pas de membre qui a plus de voix, y compris lorsqu'on est élu, y compris maintenant que je suis vice-président étudiant. Je n'ai pas plus de voix que n'importe quel autre membre. J'ai une expertise qui fait que ma voix est un peu plus entendue, mais sur un vote, ma voix compte autant que... C'est des questions qui sont importantes à se poser pour bien structurer l'association, en fait. Et ça nous a bien pris un bon 5-6 mois, je pense. Ouais, mais c'est temps mieux. que ça accouche. C'est bien de prendre le temps de bien analyser les questions, y répondre. Et donc là-dessus, on s'est dit un pour un. L'association, pareil, il y a la question des mandats. On s'est posé quoi là. On a décidé que les mandats à l'intérieur, c'était des mandats un peu larges. On a créé des contre-pouvoirs pour de manière à ce que, même si le bureau il a pas plus de pouvoir, que quand même le bureau soit surveillé dans l'exercice de ses fonctions, on va dire. Oui. Il a pas plus de pouvoir, mais quand même il a des pouvoirs implicites, on va dire, et qu'il soit surveillé là-dessus. Après, pareil, on s'est posé la question au niveau de la structure de est-ce qu'on met un coût d'adhésion. Là, une des questions qui nous a beaucoup obsédé, c'était la trésorerie. Est-ce qu'on veut une trésorerie ou un coût d'adhésion? Au final, comme on s'est dit, l'étudiant, par essence, il est souvent fauché. On va pas être de coût d'adhésion. L'adhésion va venir, et puis il y aura un vote. La personne peut dire ou pas, sachant qu'on fait un vote par veto. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que pour garder une homogénéité de l'association, s'il y a un membre qui a un problème avec une personne qui rentre, ça peut plus tard dégénérer, donc il vaut mieux dire dès le début, c'est un vote par veto, en gros. Est-ce que quelqu'un met son veto à l'intégration de quelqu'un? Jusqu'ici, ça nous a plutôt bien servi, on s'est pas trop servi du veto, et sur les cas des vétos, c'est vrai que ça aurait été des personnes, sur le long terme, avec qui ça aurait pu poser des problèmes. Sur cette question-là, ensuite, donc on s'est dit, bah d'accord, mais donc on met pas de budget, et ce sera chacun qui apportera. Par exemple, pour acheter le roll-up, pour imprimer les tracts, c'est chacun qui a donné ce qu'il pouvait en fait. Ceux qui ont un peu d'argent donnent, autres, voilà. Petite dédicace en particulier à Méven Turmel, qui lors de la fondation et les premiers moments d'efficience étant alternant, avait des finances, ce qui n'était pas le cas de la plupart des étudiants, et qui du coup a pu investir un peu d'argent et a mis un peu d'argent du coup pour cette première campagne. Il y a beaucoup de dédicaces dans ce podcast là, c'est bien, j'espère qu'ils se reconnaîtront. Beaucoup de dédicaces. Et donc du coup, il y a eu ça, et donc on a avancé, et puis il y a eu les élections étudiantes, on s'est présenté. Alors les premières élections étudiantes, donc là on parle de celles de 2020, qui se sont un peu reportées jusqu'en 2000, non, qu'on durait jusqu'en 2020. À cause du Covid. Elle devait se tenir de base en mars 2020. C'est pour ça en fait les mouvements des réformes, de la réforme des retraites avaient lieu en novembre-décembre. À l'issue de ce mouvement-là, on a dit on va créer quelque chose. Les élections devaient avoir lieu en mars, donc on s'est laissé le temps de la réflexion. Sauf qu'il y a un petit truc qui s'appelait le coronavirus, qui est arrivé, et qui a reporté les élections. Elles se sont donc retrouvées reportées en octobre. Et en octobre, il y a eu la seconde vague de Covid, qui a encore reporté les élections en décembre. Et là, les élections ont finalement eu lieu en décembre. Et là, en décembre, on a pu faire les élections, et donc Efficience est arrivé. Alors, Efficience a eu un score à nuancer, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu un énorme score. En plus, on s'était allié avec des sortants. Donc on arrive en bonne position, on était quand même des outsiders, donc on s'est mis plutôt bien, on était dans les principales forces politiques. Après, notamment par des discussions et des négociations avec les enseignants et les BIATS, on a réussi, enfin avec les personnels, BIATS c'est un terme qui désigne les personnels, on a réussi à se mettre d'accord, et puis du coup on a obtenu la vice-présidence étudiant. Et puis, sous l'impulsion de ce mouvement-là, on a essayé de capitaliser et on a augmenté. Notamment, un des membres fondateurs disait on était les 5 pélos au début, et c'est vrai qu'on était les 5 pélos, on était 5 comme ça à essayer d'agir, à porter notre voix, à aller négocier, à aller faire des actions, à aller faire parfois des clinos, à aller faire ces différentes choses. Et aujourd'hui, en fait, on s'est transformé à tel point qu'on a atteint un moment, alors là on est rebaissé, on avait atteint je crois 30-35 membres, un truc comme ça. Une belle évolution. Voilà, il y a eu une belle évolution. Et là encore je dis on a baissé, mais on est passé à 20 je crois, une vingtaine. Mais je suis assez content parce que là dans la vingtaine il y a une bonne dizaine, plus d'une dizaine engagés et dynamiques. Et ça aussi c'est important, la différence entre le nombre de membres qu'on a et le nombre de membres réels qui s'impliquent. Hein. Parce que quand on était 35, le nombre de réels de membres qui s'impliquaient c'était pareil, c'était de la dizaine. C'est le cas dans toutes les associations. C'est ça. C'est le chiffre de membres et le chiffre de membres actifs. C'est ça, et ça c'est toujours une différence. Donc voilà, donc on a réussi à faire ça et on a transformé l'essai, et à tel point qu'on a tellement bien transformé l'essai que sur les élections universitaires d'après, en ayant subi en plus une campagne très agressive de la part de nos adversaires, mais vraiment très très agressive, on a quand même réussi à être majoritaire, et là vraiment majoritaire sans contestation dans les conseils, c'est-à-dire que si on cumule commission de la recherche, commission de la formation et de la vie universitaire et conseil d'administration, il y a 20 sièges. Alors il y en a 22 en théorie, mais il y en a 2 qui n'ont pas été occupés parce qu'il n'y avait pas de candidat du tout. Mais il y a 20 sièges pour les étudiants. Sur les 20 sièges pour les étudiants, Efficience en a obtenu 10. Ouais, donc la moitié. Sachant que ça, c'était le chiffre au début du mandat. Entre-temps, depuis, on a des camarades, sans aucune connotation, mais on a des camarades qui étaient des élus UNEF ou des élus UNI, qui en fait, au final, Ce sont des assos politiques aussi Non, alors UNEF et UNI, ils se définissent eux-mêmes comme syndicats plutôt. Ok, d'accord.
et qui, eux, ne se retrouvaient pas du tout dans leur organisation. Donc, tu les connais d'ailleurs, Brice et Luna, pour les musiques, notamment. On enchaîne là. On enchaîne les dédicaces. Et ben, notamment, eux, ne se retrouvaient pas dans leur organisation, et donc, du coup, sont venus chez nous. Et donc, du coup, on s'est retrouvés. Donc, aujourd'hui, si on faisait le compte des nombres d'élus qu'on a, on est plutôt à du 11, 12, 13. Et là, pareil, après, le souci, c'est sur le papier. Parce que sur le papier, on est 11, 12, 13. Dans la concret, entre les élus qui sont en stage, qui sont partis à Paris, les autres qui sont occupés parce qu'il y a réorientation, les autres qui zappent quand est-ce qu'il y a les conseils et autres, en vrai, en conseil, on est un peu moins nombreux. Il faut le reconnaître. Mais on essaie toujours de faire procuration et on essaie de faire toujours en sorte qu'il y ait au moins un de nos membres qui soit présent. C'est-à-dire qu'on n'a jamais raté de CFVU, à l'exception d'une CFVU qu'on a ratée, qui avait lieu le jour des élections, le 6 décembre 2022. C'est la seule qu'on a loupée. C'est la commission formation de la vie universitaire, c'est ça? C'est ça, CFVU, c'est la commission de la formation de la vie universitaire, tu fais bien de le redire, c'est pas toujours évident. Ouais, c'est juste pour être sûr au cas où, mais surtout c'est pour les lycéens, quoi, parce que bon. C'est ça. Mais moi j'ai appris le terme il y a pas très longtemps. Donc voilà un peu pour le portrait. Donc oui, on a réussi à construire quelque chose. Et après, efficience, c'est la défense de projet, c'est parfois décliner des actions concrètes, c'est la mise en place d'un certain nombre d'actions, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des aménagements sur le campus, le développement de la démocratie universitaire, notamment au travers d'un parlement étudiant, la mise en place notamment d'une charte des associations que j'ai pu porter en tant que vice-président étudiant, qui permet en fait et qui a garanti aux étudiants d'avoir quand même, ça faut le rappeler, les associations étudiantes maintenant ont un financement de 300 € par an en signant cette charte, donc c'est quand même pas rien. Et puis après, on en a plein d'autres, des projets, on a travaillé sur l'international pour qu'il y ait un meilleur retour qui soit fait des étudiants en mobilité. Je sais que c'était le sujet que tu avais pu aborder lors du premier podcast, mais notamment on a travaillé sur ça pour que les étudiants aient un meilleur retour et une meilleure préparation sur leur mobilité. On a travaillé sur la formation pour faire des retours sur des dysfonctionnements éventuels. On défend régulièrement le fait qu'on ait le jeudi après-midi, donc une demi-journée banalisée pour les activités associatives, sportives, culturelles pour les étudiants. Donc voilà, et puis plein d'autres sujets, je vais pas dérouler le programme. Oui, bien sûr. Mais alors si je me trompe pas, tu as aussi mis en place les réunions de délégués de promotion, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est en gros pour un peu mettre dans le contexte, chaque promotion a un délégué, ça marche un peu comme au lycée, c'est un peu un délégué de classe en fait. Et après je te laisse expliquer les conseils que tu as mis en place. Eh ben c'est comme au lycée effectivement, et sauf que le souci c'est qu'au lycée ça existe et à l'université ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Alors faut se dire, moi je suis arrivé en poste et j'étais en géographie-histoire. Et en géographie-histoire, pour le coup, ça s'est toujours fait d'en avoir. Je sais qu'en lettres aussi le faisait, mais toutes les formations le faisaient pas. Mais il y avait des délégués. Mais voilà. Donc j'arrive juste un peu sur le papier, il y a un délégué, mais il n'y avait pas vraiment. C'était sur le papier, mais aussi ça dépendait d'une formation à l'autre et il n'avait pas forcément le même pouvoir entre guillemets. Ok, d'accord. Il y en avait, c'est parfois ils voulaient des délégués parce qu'ils faisaient vraiment quelque chose, puis il y en a d'autres, c'était comme ça parce qu'ils avaient quelqu'un à qui parler quoi. Mais il n'y avait pas de voilà. Et puis il y avait des formations, il n'y avait pas du tout de délégués, hein. C'est ça faut le dire. Il y en avait beaucoup d'ailleurs. Les scientifiques, ils avaient beaucoup de formations à pas avoir de délégués. Droit, je sais qu'ils n'avaient pas trop de délégués. Ouais, donc ça différait énormément en fonction des différents pôles en fait. C'est ça. Là, alors, c'est vrai que chez les sciences humaines, il y avait quand même une culture d'avoir des délégués, mais c'était rare d'être très bien. Sauf que du coup, moi c'était une évidence du lycée, c'était une évidence en géographie-histoire, et quand je suis devenu vice-président étudiant, je découvre qu'il n'y a pas de délégué. Mais faut se rappeler aussi, quand je suis devenu vice-président étudiant, si vous avez la chronologie, donc je deviens vice-président étudiant en décembre 2021 ou 2000. Non, décembre 2000. Décembre 2020, non, janvier 2021, voilà, janvier 2021. Donc je deviens vice-président étudiant janvier 2021. Sauf que ceux qui ont un peu les dates en tête se souviennent qu'on était encore dans des vagues de Covid, qui faisaient que l'université était à moitié fermée, moitié ouverte, qu'il y avait plein de choses, ceux qui ont passé le bac cette année, par exemple, pour se rappeler, c'était assez compliqué, quoi. On était souvent avec des couvre-feux, parfois confinement, parfois... Ah oui, c'est une période compliqué pour les lycéens comme pour les étudiants comme pour tout le monde, je pense. C'est ça. Et à ce moment-là, moi, le premier truc que je me dis, c'est mais ce serait tellement pratique d'avoir des délégués parce que comme ça, les délégués pourraient remonter. Et parce que dans la promotion, il y aurait une personne qui serait chargée de coordonner et de savoir ce qui se passe. Du coup, je partage cette conclusion avec le reste de l'équipe présidentielle, avec Efficience, qui est d'accord et qui plus soit le projet. Et dans la foulée, on met ça en place, qui rentre effectif dès septembre de l'année d'après. Et donc on a des délégués de promotion. Et donc les délégués de promotion sont partout dans l'université. Alors au début c'était un système où on envoyait un mail et tout le monde se déclarait. Après on a un peu changé. Là maintenant récemment le dernier système c'est un mix de ça, avec aussi un mix où c'est les profs qui nous transmettent les noms. Parce que les profs aussi voulaient garder la main dans certaines formations, pas toutes, dans certaines formations. Nous c'est ce qu'on fait dans ma formation. Et ouais, en Indonésie ils nous transmettent, ouais. Et du coup ça a plutôt bien porté ses fruits.
parce que ça a permis quand même de pouvoir faire remonter pas mal de problématiques, d'avoir un meilleur échelon. Et donc je les réunis, moi, ces délégués, tous les 2 mois à peu près, pour faire un point. Je leur donne des ressources. Dans la promotion, ils sont des personnes ressources. Alors là, pareil, c'est quelque chose à nuancer, parce que ça dépend des générations. Typiquement, cette année, l'année dernière un peu, mais cette année aussi, j'ai eu un cru de délégués qui était un peu moins efficace, on va dire, que les années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a des délégués parfois qui me font limite des PowerPoint, des résumés synthétiques de toutes les problématiques rencontrées dans la promotion, machin, etc. Puis il y en a d'autres, des délégués, je les vois quasiment jamais, ils m'envoient jamais de mail, et j'apprends qu'il y a des problèmes. Parce que encore que je les vois jamais, qu'ils m'envoient jamais de mail, si tout se passe bien, tant mieux. Mais certains, j'apprends qu'il se passe des choses dans la promotion, mais c'est pas eux qui me mettent au courant, c'est d'autres étudiants. Ils font pas remonter les problèmes. Ils font pas remonter les problèmes. Et puis il y en a aussi qui, lorsqu'ils viennent aux réunions et que je leur fais des briefings sur un certain nombre de grands sujets, sur certaines actualités, ils prennent l'info mais ils la prennent pour eux, ils la transmettent pas à leur promotion. Et donc ça fait que en fait on se retrouve avec un cru qui est pas dingue honnêtement avec des délégués cette année. Pour vous donner aussi une comparaison qui est assez frappante, un des grands sujets qui a entre guillemets frappé les étudiants cette année, et encore je sais pas si ça les a vraiment tant frappé, faudrait objectiver la chose, mais en tout cas qui a été beaucoup médiatiquement mis en avant cette année, c'était le sujet des parkings payants, le fait qu'il y ait une mise en place par la ville de La Rochelle de beaucoup de parkings payants qui du coup allait impacter indirectement les étudiants. Là-dessus, en tant que vice-président étudiant, donc je suis en lien avec la communauté d'agglomération pour discuter, et notamment ils gèrent un certain nombre de volets de transport, et pour voir ce qu'on peut faire pour aider les étudiants. Ils sont très ouverts là-dessus, faut le dire, ils sont très ouverts et très volontaristes. Et donc à un moment, ce qui m'a été dit, c'est que, ce qui est vrai, hein, c'est l'élu, notamment l'enseignement supérieur, qui vient de voir et qui me dit, bon ben, on me dit que les étudiants, ils ont des grandes difficultés pour bouger. Il y a l'abonnement étudiant qui a été mis en place. Alors l'abonnement étudiant, l'abonnement jeune à 100 €. Petite parenthèse, l'abonnement jeune à 100 €, c'était quelque chose pour lequel efficience milité bien avant qu'il soit mis en place, pour lequel on a négocié, pour lequel j'ai dû envoyer des mails, pour lequel j'avais fait un pressing. Et c'est quelque chose qui a été obtenu. Et donc ça là-dessus on en est fiers parce qu'à l'époque notamment on riait de nous en disant vous croyez que vous allez réussir à peser sur ça, mais vous n'aurez aucun poids. Mais finalement le truc a été mis en place, donc on en est plutôt fiers. Et d'ailleurs le combat suivant là actuellement c'est le jeudi soir. C'est les bus le jeudi soir. Okay. Donc si c'est mis en place un jour, je veux que ce soit noté dans ce podcast-là, mais vous pourrez le trouver ailleurs. Et efficience, c'est sur le dossier bien avant. Oui, c'est vrai que le truc des jeudis soirs, quand on est étudiant, c'est un sujet important. Moi, j'en ai entendu parler, mais c'est quelque chose qui est important. Parce que le jeudi soir, c'est les soirées étudiantes. C'est ça. Et c'est aberrant qu'il n'y ait pas de bus pour rentrer. C'est vrai que ce serait plus safe pour tout le monde, je pense. Ouais, notamment on pense au public féminin. Ouais, c'est ça, totalement. Qui est moins à l'aise et qui habite peut-être un peu loin des endroits où elle mais sort, même sans forcément habiter loin, pour ceux qui visualisent le campus de La Rochelle université, ou même pas sans ceux qui visualisent juste le campus, mais la plage des Minimes par exemple, quelqu'un qui habiterait vers la plage des Minimes, tout en ayant été faire la fête sur le vieux port de La Rochelle, ça fait quand même une route assez grande, et c'est pas si loin à pied, ça fait une petite balade, 20 minutes, 20-30 minutes. Oui, bien sûr. Mais par contre la nuit, le soir, après avoir bu, c'est pas sécurisant. Les rues sont assez sombres pour tout traverser, c'est ça, c'est pas sécurisant. Bon, c'est un sujet. Bon, toujours est-il, la ville vient me voir et me dit on nous dit que les étudiants ils ont des difficultés à cause de l'abonnement Yellow. Okay. Donc est-ce que vous pourriez nous faire remonter vraiment les cas où c'est impossible qu'ils arrivent à passer à l'abonnement Yellow à 100 €, où ils sont trop loin, en fait les cas concrets où il n'y a pas de solution actuelle. Et donc moi je me dis vas-y, je vais faire ça. Et donc je transmets la demande au délégué. Aucun délégué ne remonte vers moi. Je me dis c'est bon, c'est qu'il n'y a pas de cas dramatique. Et je dis dans le doute, je vais doubler ça, on va faire une réunion spéciale mobilité avec les délégués, je leur envoie le lien, pour qu'ils puissent venir et discuter des questions des mobilités. Je fais cette réunion-là, il y a 4 délégués à la réunion. Sur un peu plus de 200-300, il y en a 4. Pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, mais et puis ces 4 délégués-là, c'était des délégués que je connais parce que c'est des délégués engagés, dynamiques. Et donc là, c'est une vraie problématique là-dessus, la question de comment est-ce que les délégués, et là on revient sur la question de l'engagement, c'est qu'on a des délégués aussi qui aujourd'hui ont du mal à appréhender la fonction. Donc là, pour l'année prochaine, on réfléchit à quand même comment rénover un peu le format encore. Il y aura peut-être des changements à venir pour les délégués. Oui, après ça arrive il y a pas très longtemps, donc il y a toujours beaucoup d'axes d'amélioration. C'est ça. On s'améliore constamment. En train de découvrir la fonction. C'est ça. On s'améliore constamment. Donc là l'année prochaine, on va encore changer un peu le process. Ok. Donc voilà pour les éléments un peu. Ok, très bien. Moi déjà merci pour le focus sur la création de ton asso et sur la présence des délégués de promotion qui constituent bien évidemment un engagement étudiant. Donc on peut toujours commencer par là et après s'engager dans d'autres assos, mais ça reste un engagement étudiant important. Pour revenir sur ce qu'on disait avant, sur la peur un peu de s'engager,
j'aimerais qu'on parle de comment valoriser l'engagement. Ça peut aussi motiver les étudiants. Comment le valoriser? Je me suis engagé dans une asso, j'avais pas beaucoup de temps, je me suis quand même engagé. Comment je peux le valoriser? Il y a une question, je fais une petite parenthèse philosophique en début, mais il y a la question du but. Est-ce que c'est intéressant le but de la personne? Je m'explicite. Est-ce que fondamentalement c'est intéressant de se dire t'as des bénévoles qui sont là parce ils veulent être bénévoles et parce qu'ils veulent agir, ou t'as des bénévoles qui sont là parce qu'ils ont un intérêt à être là? C'est une question philosophique et éthique qu'on peut tous se poser. Est-ce qu'on veut des gens qui sont engagés parce qu'ils veulent gagner un intérêt, parce qu'ils veulent obtenir quelque chose, ou est-ce on veut des gens engagés parce qu'ils veulent être engagés? Ça peut être les deux aussi. Ça peut être les deux. Ça là-dessus, moi j'ai pas de position fixe, je dois avouer, parce que parfois ceux qui veulent obtenir quelque chose, ils ont des résultats, et parfois t'obtiens plus de gens. Mais parfois aussi t'obtiens des gens qui font juste le minimum pour obtenir la chose qu'ils veulent. Donc c'est un peu à nuancer. Donc c'est pour ça que rien n'enlèvera le fait qu'il faut avoir quelqu'un dont on a suscité la réelle vocation et la réelle passion, parce que sinon en fait on va se retrouver avec des personnes souvent qui, dans les moments les plus durs, ou si la situation ou le vent change, peuvent ne pas être là. Ça c'est ça le premier point. Ensuite sur le second point, la valorisation. Alors à La Rochelle Université, déjà il y a le bonus étudiant engagé. C'est quelque chose qui est mis en place dans certaines universités. En gros, c'est la valorisation par un bonus. Il n'y a pas qu'à La Rochelle, il y a aussi d'autres universités où c'est mis en place. Qui mettent en place ça. C'est en gros la valorisation par un bonus. 0,5 points sur la moyenne. Si tu es assidu dans une activité, ça peut aussi être dans le sport, hein, ça a précisé. C'est ça. Voilà. Après, ça dépend d'une université à l'autre. Hein. Le format n'est pas forcément le même, la bonification non plus. Mais en gros, il y a déjà ça. Après, au-delà même de cette question-là de valoriser donc dans le parcours comme ça, la valorisation de l'engagement, c'est un grand et vaste sujet. Un des sujets, par exemple, qu'on a régulièrement, qu'on a de plus en plus, surtout depuis la sélection en Master 1, parce que ça, par contre, c'est une vraie chose qui a changé. Avant, à l'université, il y avait une sélection en Master 2. Maintenant, à l'université, il y a une sélection en Master 1. Les gens me diront, mais qu'est-ce que ça change? Mais ça change que avant, tout le monde trouvait un Master, et les gens, dans ce Master-là, s'impliquaient en première année de Master, pour ensuite être pris dans la seconde année de Master, et si jamais ils échouaient, à la limite, ils redoublaient en Master 1, ou alors ils n'étaient pas repris, mais c'était un peu plus rare. Mais voilà, donc on se retrouvait sur cette dynamique-là. Maintenant, le fait que tu dises ta sélection elle est mise en L3, ça veut dire que t'es L3, surtout dans une situation de compétition, et surtout dans une situation où ils se concentrent plus sur leurs études, et ça se répercute aussi sur les L2, c'est-à-dire que les L2 aussi commencent à avoir ça en tête. Et quand tu dis ça, ça a un impact sur l'engagement. On parlait tout à l'heure du truc du temps, mais souvent, moi, ce que j'entends chez certains, c'est de dire, mais non, il faut que je me consacre à mes études, il faut que je mette plus de temps à mes études, parce qu'en gros, on est tous en compétition, il faut que j'ai les meilleurs stats possibles pour aller dans le master que je veux. Donc ça, c'est une vraie question. Et là-dessus, sur la valorisation, ils estiment que s'impliquer dans une association, c'est plus une perte, parce que c'est une perte de temps et d'énergie, qu'un gain. Là où c'est à nuancer. C'est-à-dire que, alors je vais pas dire non plus, aller dans une association, vous serez pris en master, c'est sûr. Mais par contre, si tu vas dans une association, déjà il y a la question des compétences. Il y a des associations qui font prendre en compétences. Et ça, c'est pas du temps perdu, la prise en compétences. Après, il y a aussi des masters, c'est vraiment concret, et ils le mettent d'ailleurs souvent dans leur fiche, mais parfois c'est plus ou moins important. Ils veulent des profils comme ça. Ils veulent des profils qui n'ont pas fait que des études. Parce qu'un profil, souvent vous entendrez, alors c'est le grand paradoxe d'ailleurs de l'éducation, c'est que on vous apprend à être scolaire, mais en même temps on n'aime pas quand vous êtes scolaire. C'est un peu le paradoxe. Oui, c'est ça. Mais là, en gros, c'est un peu ça. C'est l'idée de dire, ils aiment bien aussi avoir des profils de gens qui ont fait d'autres trucs. Alors après, souvent aussi ce que je dis, c'est que c'est bien d'avoir un engagement qui soit pas non plus complètement fantaisiste et qui soit pas, je sais pas, si on fait du droit et qu'on veut être pris en master de droit, ça sert pas à grand chose d'arriver en disant je suis expert de dresseur de poney, quoi. En général, ça peut avoir un intérêt chez certains, peut-être que ça suscitera, mais c'est on critique pas. Hein. Voilà, on critique pas. mais par contre, si on arrive et qu'on dit je suis impliqué dans une association d'éloquence depuis 3 ans, je suis impliqué dans la société, par exemple on a ça à La Rochelle, la société Rochelle du droit, et j'organise des cycles de conférences. C'est un impact un peu plus fort. Voilà, c'est un impact plus fort, et ça montre qu'en fait on fait des trucs, on s'y connaît quand même un peu là-dessus. C'est toujours bien du point de vue du CV aussi d'avoir des engagements de ce côté-là. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est un vrai quelque chose, et ça permet aussi de prendre en épaisseur. Et ça, la prise en épaisseur, après ça se voit concrètement. Les gens, ça se voit, les gens qui ont pris en épaisseur, qui ont pris en responsabilité, ça se voit, c'est des plus beaux profils, ça se sent. Et d'ailleurs même nous on a un problème.
je mets ça en parenthèse à La Rochelle Université, c'est qu'à La Rochelle, enfin là c'est ce que je m'apprête à dire n'engage que moi, mais à La Rochelle Université, on a beaucoup de... alors la première partie n'engage pas que moi parce que c'est constatable, mais la seconde partie n'engagera que moi. On a quand même beaucoup de beaux profils associatifs qui en général ont tendance à partir de La Rochelle Université. Et c'est des beaux profils, et ils partent de La Rochelle Université. Sur la seconde partie, ils partent de La Rochelle Université. De un, parce que c'est devenu des beaux profils, et qu'entre guillemets, ils veulent pas rester à La Rochelle parce qu'ils n'ont pas forcément les masters qui correspondent. Et de deux aussi, parce que souvent à La Rochelle, dans les masters, il y en a aussi des masters, certains, je pense à certains masters en particulier, qui sont parfois un peu trop scolaires, et qui n'ont pas trop cette idée-là, et qui leur offrent pas, on va dire, cette petite appétence en plus qu'ils ont envie de retrouver. Ça, c'est pour la parenthèse sur les deux trucs. Maintenant, sur la prise la prise en épaisseur, ouais, c'est ça, il faut, là-dessus, ça permet vraiment d'aider. Et après, dans la vie professionnelle, c'est vraiment assez aléatoire, mais c'est aussi assez apprécié d'avoir en face de soi quelqu'un qui n'a pas forcément que des études. Ça permet d'indiquer, c'est quand même un trait de caractère. Et puis, à nouveau, je le redis, ça met en épaisseur. Quelqu'un qui a travaillé à parler devant du public, organiser des événements, gérer des budgets d'événements. En fait, il a fait de la gestion de projet, il a travaillé son éloquence, il a travaillé son art oral, et en fait, derrière, ça fait forcément un profil qui, lorsqu'il arrive en entretien d'embauche, a des atouts que quelqu'un qui n'a pas fait ça a. Ouais, en plus de ça, même la création de projets, et l'engagement, que ce soit étudiant, même en dehors des études. Hein. Enfin, moi, je sais que par exemple, je suis arbitre de football. À plusieurs reprises, quand j'ai candidaté à des jobs, même si ça a mené pas forcément, ça a pas mené quelque part, on me l'a mis en avant. C'était surtout mon CV, ce qu'on mettait en avant, c'était l'engagement que j'avais eu. C'était pas du tout mon parcours scolaire en fait. Et encore dernièrement, tu vois, j'avais candidaté à un job. Bon, j'ai dit non à la fin, mais le truc qu'on m'avait mis en avant, c'était un projet de voyage, ma traversée de l'Europe à vélo que j'avais faite. Alors que tout le reste, j'avais plein de trucs scolaires, plein de liens. Le truc qu'on a mis en avant, c'est un projet que j'ai lancé de moi-même en fait. Donc l'engagement, que ce soit étudiant ou en dehors des études, il est super important dans les opportunités professionnelles, comme tu le dis juste avant. Oui, ça là-dessus, c'est clair. Ça montre un profil. Et puis, les entreprises aussi, ça c'est quelque chose à avoir en tête pour les universitaires en particulier. Les entreprises se méfient beaucoup du monde universitaire. À tort ou à raison, mais elles s'en méfient beaucoup, parce que c'est un peu une image qui est tenace, c'est mais ils sont habitués à trop réfléchir pour rien, ils sont pas habitués au vrai monde du travail, qu'ils y connaissent rien, ils ont pas des compétences pour se débrouiller en situation réelle, en cas réel, et le fait d'avoir derrière une épaisseur d'engagement, ça leur montre que, alors ce gars-là déjà, il sait se débrouiller en temps réel, en situation réelle, ok, il fait pas que de la parlotte, il fait aussi des actions, et donc ça derrière, ça permet de vraiment prendre en épaisseur, encore j'utilise le terme, mais c'est vraiment assez important. Clair. Ouais, c'est ça. Donc merci pour d'avoir participé à cet épisode. Là, on arrive sur la fin. On a parlé de plein de sujets. Je pensais pas qu'on aurait abordé autant de sujets. On est rentré dans pas mal de détails en plus. Donc j'espère qu'on a suscité votre intérêt à vous qui écoutez ce podcast et qu'on vous a motivé à vous engager, que ce soit pour les lycéens au lycée ou pour les étudiants ou néo-étudiants ou futurs étudiants à s'engager dans la vie universitaire. Pour conclure, est-ce que tu pourrais me dire 3 adjectifs qui décrivent ton engagement étudiant? Passionnant, rencontre, parce que c'est beaucoup de rencontres, et ça fait des épaisseurs. Je l'avais aussi. C'est passionnant et rencontre. Passionnant, vraiment ça passionne, ça c'est quelque chose qu'il faut ressentir, ça passionne. C'est peut-être d'ailleurs ce que certains ont ressenti lors de mes longs tunnels où je pars dans des explications. Oui, on l'a senti. Il y a la passion, rencontre. Il y a les rencontres, vous allez faire plein de rencontres. Petite parenthèse, beaucoup d'amitié, beaucoup de couples aussi, se font autour de ces engagements et autour de ces choses périphériques. Ça permet vraiment de s'épanouir et de sortir de son cadre. On l'a vu dans toutes les dédicaces. C'est ça. Donc passionnant, rencontre, et puis un troisième adjectif, passionnant. Non, un troisième mot globalement. Oui, troisième mot. Oui. Ton engagement à toi et l'engagement en général. Qu'est-ce que ça apporte de s'engager dans une asso, par exemple? Passionnant, rencontre et enrichissant. Passionnant, rencontre, enrichissant. Ouais. Et ben c'est 3 bons mots et je pense que j'aurais dit à peu près les mêmes. Surtout le rencontre, c'est quelque chose qui est très important. Surtout quand on arrive à la fac, qu'on connaît pas grand monde, le fait de s'investir. Même quand on est timide, ça permet de rencontrer plein de gens. Moi, c'était mon cas. Je suis arrivé à La Rochelle, je connaissais presque personne. Et grâce à mon investissement, j'ai pu rencontrer plein de personnes, dont toi. C'est ça. Et j'ai pu, maintenant en L2, je suis investi dans pas mal de choses. Et je fais c'est des trucs que je kiffe, quoi. Notamment par IE Connexus.
Donc, Et puis ça permet aussi de surtout dans l'université où on retourne, mais après c'est le cas aussi au lycée, j'ai envie de dire, où on est dans des classes avec les mêmes personnes qu'on a constamment. Alors c'est pas une mauvaise chose, hein, on peut très bien s'entendre dans sa promo, mais ça permet aussi d'élargir son environnement, d'élargir sa perspective, de se changer un peu parfois les univers, de faire rencontrer les univers. On parlait parfois des personnes de promotion qu'on faisait venir ou des amis qu'on faisait venir dans l'association. C'est vraiment quelque chose qui permet de s'enrichir vraiment sur beaucoup d'aspects, et ça crée des belles amitiés, des belles rencontres. Totalement, et après ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres idées qu'on n'a pas forcément au lycée ou avant, et ça c'est super intéressant. Ça ouvre à de nouvelles perspectives, si je puis dire. Surtout à l'université où il y a un fonctionnement très en silo, très disciplinaire. Ouais. Pouvoir faire rencontrer, et ça d'ailleurs c'est quelque chose que j'aime beaucoup à SciSciences, qu'on retrouve à ESN, qu'on retrouve dans certaines formations, dans certaines associations, je voulais dire. C'est ce truc-là de dire, on va faire rencontrer un juriste avec un LEA, avec un sciences de la vie, avec un informaticien. Ils vont discuter, ils vont s'amuser, ils vont devenir des amis. Certains vont peut-être sortir ensemble. Enfin, c'est vraiment ça, c'est des rencontres passionnantes et enrichissantes. Ils vont ressortir avec une nouvelle vision, ils vont ressortir avec un nouveau langage, ils vont ressortir avec des compétences aussi. C'est une question de compétences, ils vont apprendre des compétences des uns des autres. Ouais, mais en plus c'est bien, ce qui est bien, enfin je parle de La Rochelle, mais c'est partout pareil, il y a des assos dans tout en fait. Quoi que vous aimez dans la vie, vous pouvez trouver une asso qui vous correspond. On a abordé ESN, si vous aimez le voyage, si vous aimez tout ce qui touche à l'international, moi c'est mon cas, je me suis engagé à ESN et j'adore. Erasmus Student Network peut-être. C'est ça, Erasmus Student Network, et là pour le coup, je suis sûr, c'est une section qui existe dans beaucoup de grandes villes en France, beaucoup de grandes villes en Europe et même dans le monde. Et c'est pas de bêtises. Oui, dans le monde. C'est un énorme réseau. Surtout en Europe, mais dans le monde. Oui, c'est un énorme réseau. En France, on en a pas mal. Et si vous aimez plus la politique, comme on en a parlé, vous pouvez vous engager politiquement. Il y a toujours des associations ou des organisations. Donc n'hésitez pas. Faut pousser les portes. Et si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous convient, je reprends l'exemple des SciSciences, vous pouvez le créer avec d'autres personnes. Si vous trouvez des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, vous pouvez créer quelque chose aussi. Vous pouvez créer une dynamique. Bon, il y a souvent, effectivement, on trouve relativement toujours. Mais des fois, on trouve pas. Et quand on trouve pas, on peut créer. Ou peut-être créer ta force d'opposition, attention. Hein. Ah, peut-être un jour. Mais il faut, par l'opposition et par le débat, c'est comme ça qu'on avance. Exactement. Bon, encore merci Léonam. Merci d'avoir écouté ce podcast si vous êtes arrivé jusqu'au bout. C'était le 3e épisode, donc il parlait de l'engagement étudiant et de comment essayer de le valoriser. Encore merci et puis voilà, à bientôt. Merci à toi.